Et donc, je vous propose de commencer. Donc, bonjour à tous. C'est un vrai plaisir, au nom du bureau du coiffeur, de vous retrouver pour ce nouveau mercredi du coiffeur. J'espère que vous vous portez tous bien, même si la situation est malheureusement toujours assez compliquée au plan de l'épidémie. Mais on va pouvoir sortir un peu des sujets Covid et on a le plaisir d'accueillir aujourd'hui le docteur Anna Molto, qui va nous faire une présentation au sujet du treat to target dans la spondyloarthrite. Donc, merci beaucoup, Anna, d'avoir accepté notre invitation et on est tout oui pour t'écouter pour environ 25 minutes. Parfait. Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir. Merci beaucoup de l'invitation. Donc, effectivement, je suis praticienne hospitalière à Cochin et je vais vous parler du treat to target, qui est un concept, je pense, vous connaissez tous. Et la particularité de ce concept dans la spondylarthrite, qu'en est-il en 2021 de ce concept dans cette maladie? Est-ce que c'est possible de l'appliquer? Est-ce que c'est efficace? Et j'ai divisé mon topo en deux parties. D'abord, se poser la question, est-ce que c'est possible de l'appliquer et comment dans la spondylarthrite et est-ce que quand on l'applique, ça fonctionne? Alors d'abord, il faut comprendre le concept. Qu'est-ce que ça veut dire que de treat to target? Au fait, dans le concept de treat to target, on prend une cible thérapeutique qui doit être définie par un seuil d'un critère d'évaluation, d'un facteur qui doit être réversible après le traitement, qui aura une influence et qui sera prédisposant à un risque au long terme. Et en dessous de ce seuil, le risque doit être significativement diminué ou disparaître. Et ça paraît une phrase super farfelue, mais vous allez voir, c'est très facile à comprendre quand on prend un exemple qu'on connaît bien, comme par exemple le diabète. Le concept de treat to target a été utilisé dans d'autres disciplines de la médecine bien avant nous, bien sûr. Les diabétologues connaissent ça très, très bien. Dans une maladie qui s'appelle le diabète, qu'on connaît tous, il y a un risque permanent, risque très important, qui est la cécité. Le facteur prédisposant à cette cécité est l'hyperglycémie. Le critère d'évaluation que prennent les médecins pour prendre des décisions, c'est l'hémoglobine glyquée. Ils se sont fixés un seuil en dessous duquel le risque de développer une hyperglycémie qui va être prédisposante à une cécité postérieure est de moins de 6%. Donc, quand on prend ces différentes étapes, le risque, le facteur prédisposant, le critère d'évaluation, le seuil, avec l'exemple du diabète, on comprend beaucoup mieux. Il y a l'exemple aussi de l'hypertension, avec le risque étant l'accident vasculaire cérébral, l'hypertension et les seuils de tension artérielle qu'on connaît tous. Comment le faire dans la spondylarthrite? Quelle maladie on parle? On parle de spondylarthrite axiale ou de spondylarthrite en son ensemble? Parce qu'au fait, quand on parle de spondylarthrite axiale, il faut savoir que même quand on prend des patients étiquetés spondylarthrite axiale, ils ont aussi des manifestations périphériques, que ce soit des arthrites périphériques, des enthésites périphériques ou des dactylites, qui sont la combinaison d'arthrite et de ténosynovite. Vous voyez, dans cette cohorte, on avait inclus 4000 patients qui avaient une spondylarthrite dite axiale. Et vous voyez que plus de la moitié avaient présenté au moins à un moment de leur vie une arthrite, 40% des enthésites. Et vous voyez, vous le savez bien, que les patients qui ont une atteinte axiale peuvent avoir aussi des manifestations extra-musculosquelettiques. Donc, les patients qui ont une maladie axiale ont aussi des manifestations extra-axiales. Donc, est-ce qu'on vise l'atteinte axiale ou la maladie dans son ensemble? Ou après, qu'est-ce qu'on vise? On vise une spondylarthrite ou un patient qui a une spondylarthrite. Parce que comme vous le savez, les patients qui sont atteints de spondylarthrite, ils ont des comorbidités. Ils ont plus de risques d'avoir des maladies associées qui se greffent à la spondylarthrite. Ils sont plus à risque de faire de l'hypertension. Ils sont plus à risque de faire de l'ostéoporose. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On cible la maladie. Oh là là, je pense que je vais sortir en plein écran parce que ça déroule tout seul. Excusez-moi. Donc, est-ce qu'on cible la maladie ou on cible le patient en son ensemble, y compris les comorbidités? Et quel est le risque ultime qu'on vise? On vise à éviter la survenue de la maladie, l'atteinte structurale au niveau du rachis ou des sacroiliaques, ou la maladie cardiovasculaire qui accompagne les maladies qui ne sont pas bien contrôlées. Et une fois on a choisi le risque, quel est le facteur prédisposant qu'on va choisir pour la survenue de la maladie, pour l'atteinte structurale ou la maladie cardiovasculaire? Et là, comme il faut que je m'attarde un tout petit peu, je vais juste essayer de sortir du plein écran. Excusez-moi, hein, mais si ça déroule alors que je suis en train de parler, c'est un peu compliqué. Comment je peux faire pour que ça déroule? Là, vous ne le voyez pas bien du tout. Hein. Là, c'est bien comme ça.
Non, mais attends, c'est pas du tout satisfaisant, excuse-moi, mais je ne sais pas comment faire pour que ça ne déroule pas. Non, mais c'est nul. Je vais me débrouiller. Donc, il faut choisir. Donc, il faut choisir quels sont les facteurs prédisposant au risque qu'on va essayer d'éviter. Et par exemple, pour la survenue de la maladie, le tabac a été démontré comme un facteur associé à la survenue de la maladie, avec des différents risques estimés dans cette étude norvégienne. Et si on veut cibler la prévention de la progression radiographique, dans cette étude qui est l'étude DÉSIR, on a regardé quels étaient les facteurs prédisposant à la progression structurale au niveau des sacroiliaques. On avait trouvé que le tabac, l'inflammation locale à l'IRM et le HLA-B27 étaient des facteurs prédisposants à la progression structurale au niveau de la sacroiliaque. Et donc, on pourrait viser ces facteurs, l'abrogation du tabac, l'abrogation de l'inflammation locale. Et le B27, c'est vrai qu'on ne peut pas trop jouer dessus. L'activité de la maladie, reflétée par l'ASDAS, qui est un indice composite d'activité de la maladie qui nous permet de mesurer l'activité de la maladie dans la spondylarthrite, à différence du BASDAI, mais je pense que vous le connaissez tous, ce qu'on appelle Patient Reported Outcome comprend la CRP, donc est un tout petit peu plus objectif et se ressemble un tout petit peu plus au DAS28 qu'on utilise dans la polyarthrite. On voit clairement un effet dose ranging. Plus il y a d'activité de la maladie, plus la progression radiographique au rachis, c'est la proportion de patients qui progressent ou qui forment au moins un syndesmophite au cours de 2 ans, augmente de manière quasi proportionnelle ou exponentielle pour le Very High Disease Activity en fonction de l'activité de la maladie reflétée par l'ASDAS. Et puis, si on vise la maladie cardiovasculaire, il faut cibler les facteurs de risque conventionnels, tabac, obésité, hypertension. Mais, et là, il y a des études un peu contradictoires, la prise anti-inflammatoire pourrait être aussi délétère chez les patients atteints de spondylarthrite pour le risque cardiovasculaire lui-même. Et quels critères on va prendre pour mesurer ce facteur prédisposant? Quand on prend les facteurs type tabac, le statut tabagique semble assez évident. L'activité de la maladie, qu'est-ce qu'on prend? On prend le BASDAI, avec toutes les limites du BASDAI que moi j'affectionne particulièrement, mais ça reste un outil qui est basé exclusivement sur le ressenti du patient, donc les limites qu'on connaît tous. La CRP, mais on sait que loin de tout, la majorité de formes atteintes de patients atteints de spondylarthrite n'augmente pas la CRP, donc c'est un mauvais reflet de l'activité de la maladie. L'IRM, là pareil, les proportions de patients qui présentent des anomalies à l'IRM ne sont pas toujours constantes, donc difficile de s'en fier, mais ça pourrait être un argument, puisqu'on a vu que ça prédit la progression au niveau des sacroiliaques, ou l'ASDAS, qui semble un assez bon compromis. Pour la prise anti-inflammatoire, il existe des recommandations pour la collecte de la consommation depuis un certain temps d'anti-inflammatoires. Ça s'appelle l'indice ASAS de prise d'INS et les facteurs de risque cardiovasculaire, on l'a vu. Alors, quel seuil, en fonction du critère qu'on a décidé de prendre, quel seuil on cible? Eh bien, pour le tabac, c'est assez simple. On vise l'arrêt. Il faut que les patients arrêtent. Pour l'activité de la maladie, le BASDAI, il y a certaines recommandations. L'IRM, on aimerait bien l'éteindre complètement, mais ce n'est pas certain qu'un point d'inflammation soit vraiment délétère. Pour les recommandations ASAS pour la prise anti-inflammatoire, ce n'est pas très clair, parce que les recommandations ASAS-là disent que comme l'anti-inflammatoire est la pierre angulaire du traitement est vraiment un traitement de fond dans la spondylarthrite, peut-être ce n'est pas une si bonne idée que ça d'arrêter complètement la consommation, donc c'est un peu compliqué. Et si on revient à l'activité de la maladie, au fait, il y a des catégories d'ASDAS qui ont été définies, et comme on voit qu'il y a une relation assez longitudinale entre l'ASDAS et la progression radiographique reflétée par le MSAS, qui est un score qui mesure la progression radiographique au rachis sur le segment cervical et lombaire et qui prend en compte les syndesmophites, mais aussi les érosions et d'autres lésions. L'ASDAS semble être le meilleur compromis entre des mesures objectives et des mesures rapportées par le patient, et c'est l'indice validé par les recommandations.
qui nous permet, en plus d'avoir un outil qui va avoir une relation longitudinale avec ce qu'on essaye de prévenir, si on se met en tête que le dégât permanent qu'on veut éviter, c'est la progression structurale, ça paraît un bon compromis. Donc ça, pour comprendre un peu qu'est-ce que c'est que le T2Target et comment l'appréhender dans la spondylarthrite axiale. Ça a été le concept du T2Target, ça a été appliqué dans la polyarthrite rhumatoïde et ça a été appliqué dans le rhumatisme psoriasique. Les deux essais, dans la polyarthrite rhumatoïde et dans le rhumatisme psoriasique, les essais sont positifs avec quand même, il faut garder en tête que l'arsenal thérapeutique qu'on a n'est pas tout à fait le même et les étapes thérapeutiques ne sont pas tout à fait les mêmes dans ces trois pathologies. Mais nous, on s'était dit qu'il était temps d'essayer de voir si c'était efficace, notamment parce qu'il y a des recommandations qui existent pour la prise en charge en T2Target dans la spondylarthrite axiale et dans le rhume-pso. C'est vrai que dans le rhume-pso, il y avait Ticopa, je crois, donc dans le rhumatisme pso qui était apparu déjà, mais il n'y avait pas du tout d'évidence alors qu'il y avait des recommandations. Et ce que disait la recommandation, c'était un consensus, ces recommandations étaient issues d'une revue de la littérature et postérieurement un consensus d'experts pour formuler ces recommandations. Et la première recommandation, c'était qu'il fallait, l'objectif de traitement était la rémission clinique ou dans des cas où ce n'était pas possible, la maladie inactive, à la fois de la maladie musculosquelettique, donc arthrite, dactylite, anthésite et atteinte axiale, ce qu'on a vu tout à l'heure, et aussi les manifestations extra-articulaires. Donc c'était quand même un concept de rémission, entre guillemets, assez dur, mais ça paraît logique de prendre en compte tous les aspects de la maladie pour se dire qu'un patient est en rémission. Ce que disaient aussi les recommandations, c'est qu'il fallait utiliser un indice, un instrument validé pour mesurer l'activité de la maladie et des instruments aussi validés pour les différentes manifestations extra-musculosquelettiques. Et que pour la spondylarthrite axiale, l'ASDAS semblait la mesure de préférence. Et ça, c'est pour la recommandation. Quand on regarde dans le texte, il est marqué qu'en cas de qu'on ne dispose pas de l'ASDAS, la collecte du BASDAI et la CRP étaient une bonne alternative. Donc, on a en tête un objectif qui est la rémission clinique et on a en tête l'instrument qui va nous permettre, je le marque ici, donc, le critère d'évaluation étant l'ASDAS, la cible étant la rémission de la faible activité et quel seuil. Vous avez vu, si on reprend l'exemple du diabète, c'est très clair, il faut que l'hémoglobine glyquée soit en dessous de 6%. Quel est le seuil d'ASDAS qu'on s'est fixé, en sachant que dans les catégories d'ASDAS, il n'existe pas dans la spondylarthrite, en fait, il n'existe pas vraiment une définition consensuelle de rémission, mais il y a quand même des classes et des cut-offs d'activité de la maladie pour l'ASDAS, avec un ASDAS inférieur à 1,3 qui veut dire maladie inactive, donc vraiment rémission dure, ou inférieur à 2,1 qui est une faible activité. Voilà, gardez en tête le moins 1,3, inférieur à 1,3 qui est maladie inactive et inférieur à 2,1 qui est faible activité de la maladie. Et la recommandation disait, il faut viser la rémission ou la faible activité. Et donc, en ayant ça en tête, qu'il y avait des recommandations sans évidence quand elles ont été publiées, 2, que ça avait été étudié dans d'autres disciplines, mais aussi en rhumato, dans d'autres rhumatismes inflammatoires, et qu'on n'avait pas de données d'efficacité de cette approche dans la spondylarthrite, on a décidé de conduire l'étude de TICOSPA, donc Tight Control in Spondylarthritis, dont Maxime Dogados était le principal investigateur. Et donc, cette étude avait pour objectif de comparer le devenir clinique des patients atteints d'une spondylarthrite axiale 1 an après avoir été pris en charge selon le concept de T2T, comparé à une prise en charge en pratique courante. Et pour ceci, on a fait un essai randomisé en grappe
Randomisé en grappe, j'y reviendrai plus tard, mais c'est une manière particulière de mener un essai clinique. C'est qu'au lieu de randomiser les patients, on randomise les centres. C'est pour ça que vous voyez que dans les critères d'inclusion, il y a tout d'abord les centres. Parce que le concept, ça s'appelle essai randomisé en grappe en français et en anglais en cluster. Comme on applique 2 traitements différents, mais qui en fait, vous le verrez, le bras treat to target, il a essentiellement 2 différences, c'est-à-dire que les visites sont plus rapprochées et qu'on suit de manière stricte les recommandations des sociétés savantes pour prendre en charge les patients. Et que l'autre, on laisse les rhumatologues faire, mais dans le premier bras, on ne les laisse pas du tout faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment suivre à la lettre un protocole. On s'est dit qu'il fallait sélectionner des centres qui seraient prêts à appliquer le protocole quoi qu'il arrive s'ils étaient randomisés dans le bras treat to target. Donc, on a pris des centres experts. Et en plus, pourquoi ne pas randomiser les patients? Parce qu'au fait, quand on connaît l'algorithme qu'on proposait pour le treat to target, il est très difficile pour moi, si je suis investigateur et qu'on m'a présenté tout l'algorithme de traitement dans le bras contrôle serré au treat to target, de ne pas l'appliquer dans l'autre patient. Il m'est très difficile de faire du soin courant, du vrai soin courant, quand je participe à une étude, on me montre un protocole où je sais comment il faut prendre les patients en charge en treat to target. Donc, c'était la raison essentielle pour ne pas contaminer, entre guillemets, le groupe soins courants en leur expliquant quel était le treat to target. Et ça a été une expérience parce qu'en fait, on a fait comme si on menait 2 études différentes avec des réunions d'investigateurs différentes. Les centres inclus dans le soin courant n'étaient pas du tout au courant de l'algorithme de traitement de l'autre bras et donc on a fait à chaque fois des réunions séparées pendant toute l'étude. Voilà. Mais on a dû sélectionner des centres qui étaient prêts à faire du treat to target, donc des centres experts. Donc, c'est peut-être une des limites de l'étude. On a eu un soin courant un peu particulier. Mais bon, c'est comme ça. On a sélectionné des patients qui avaient un diagnostic de spondylarthrite selon le rhumatologue et qui remplissaient les critères ASAS, qui avaient une maladie active, donc un ASDA supérieur à 2.1, et qui n'avaient pas reçu 2 cures complètes anti-inflammatoires. Et parce que vous savez, la recommandation est de recevoir au moins 2 cures par 2 INS de 2 semaines de durée, donc au total 4 semaines anti-inflammatoires. Donc ça, ils ne pouvaient pas avoir reçu ça. Et il fallait qu'ils soient naïfs de biothérapie. Les 2 bras de traitement, c'était, comme je vous disais, soins courants, usual care et le treat to target. Ils avaient tous les 2 des visites communes tous les 3 mois. Et dans le bras taille contrôle, treat to target, contrôle serré, les visites étaient toutes les 4 semaines. Il y avait une stratégie de traitement absolument prédéfinie qui reflétait tout simplement la stricte application des recommandations ASAS. C'est-à-dire que si au bout de 2 semaines de traitement par anti-inflammatoire à la dose pleine, l'ASDAS n'était pas en dessous de 2.1, il fallait intensifier le traitement. Et la recommandation était donnée par un algorithme, par le cahier d'observation électronique. Les investigateurs rentraient l'ASDAS, S'il était supérieur à 2.1, ils avaient une fenêtre qui affichait il faut intensifier le traitement, il faut passer à un anti-TNF, il faut passer à un deuxième anti-TNF, etc. Donc, c'était vraiment, il fallait suivre à la lettre ce que proposait l'ordinateur, comparé au bras soins courants où les visites étaient tous les 3 mois. Ils pouvaient être vus entre-temps, mais ce n'était pas du tout obligatoire. Et la prise en charge était absolument laissée à la discrétion du rhumatologue traitant, mais gardez en tête quand même que c'était des centres experts et à peu près impliqués dans les recommandations des sociétés savantes, donc un groupe un peu particulier de soins courants. Le critère d'évaluation principal était la proportion de patients qui avaient une amélioration significative de leur qualité de vie, ici représentée par l'indice de santé ASAS. Donc on avait estimé que 30% c'était une amélioration significative. Mais on a collecté plein de critères d'évaluation secondaires, notamment d'activité de la maladie, d'autres patient reported outcomes, de la fonction, des traitements, de l'impact au travail et bien sûr des effets secondaires. On a fait aussi une analyse médico-économique et on pourrait se poser la question, est-ce qu'on a fait, puisqu'on a dit que c'est le risque ultime qu'on veut prévenir, est-ce qu'on a fait l'évaluation des dégâts structuraux? Eh bien non, parce que l'étude ne durait qu'1 an et en 1 an, vous savez très bien que la progression structurale est très difficile à mettre en évidence, d'autant plus
que c'est des patients qui n'avaient pas reçu un traitement complet, donc probablement des patients avec une maladie qui évoluait depuis peu de temps. Alors, comme je vous ai dit, ici, les patients, ce n'est pas les patients qui sont tirés au sort, c'est les centres. Alors que l'efficacité du traitement, on va l'évaluer au niveau de l'individu. Donc, normalement, dans les essais randomisés, les individus, ici, les bleus et les verts, parce qu'ils ont des caractéristiques des hommes, des femmes, vieux, pas vieux, par la randomisation, ils sont tirés au hasard et ils retombent de manière équilibrée à peu près dans les deux groupes de traitement. C'est pour ça qu'on fait une randomisation. Le problème, c'est que quand on a des essais randomisés, les patients dans chacun des clusters, dans chacune des grappes, dans chacun des centres, bah, il y a des centres qui voient que des patients bleus, des centres qui voient que des patients, une grande proportion de patients verts, et des centres qui voient moitié-moitié. Et c'est les centres qui sont randomisés, et pas les patients. Donc, vous vous trouvez avec des centres randomisés dans le traitement A, il y a une large prédominance de bleus versus les verts. Et comment faire pour équilibrer ça quand on évalue le traitement au niveau individuel? Anna, est-ce que tu peux... Ouais, je crois que la diapo avait du mal à passer. Je ne sais pas si c'est seulement pour moi. Est-ce que je peux changer de diapo, voir si c'est juste celle-ci ou si... Vous voyez quoi là? Mon schéma ou... Moi, je ne vois que le titre, enfin que le titre coupé. Ah bon? Aïe, aïe, aïe. Voilà, là, c'est parfait. Oui, mais là, j'ai des... Là, vous voyez tenir compte de la corrélation? Non. Non. Ok. Analyse statistique tolérance? Non plus. Je ne sais pas attends. si je suis la seule, peut-être que les Non, autres ça doit être pour participants tout le monde. Attends. Attendez. Ah, ça bug complètement. Ouais, a priori, les autres ne voient pas non plus. Et vous voyez pas depuis quand? Non, non, juste là, je t'ai prévenu à la première diapo. Okay. On ne voit rien depuis la première diapo de titre. Attends. Pourquoi ça passe pas? C'est bizarre. Si tu l'enregistres en PDF, ça va... Mais je l'ai en PDF. Attends. On va le faire en PDF, tu as raison. Excusez-moi. Je l'ai en PDF juste au-dessus. Excusez-moi. Problème technique. J'arrive à l'ouvrir. Attends, mais je vais arrêter juste le partage parce que je vais partager que le PDF, peut-être, non? Ouais, vas-y. Excusez-moi. Alors, PDF. Oula, mon ordi est en train de bugger là. Sinon, tu peux me l'envoyer par mail et je passe les diapos. Je l'avais envoyé, tu étais en copie, je crois. Oui, il y avait le lien, effectivement. Parce que là, c'est en train de... Je le récupère. J'essaye une dernière fois. Non, là, je l'ai. Attends, j'ai essayé. Vous le voyez? Non. Pas du tout. Bon, écoute. Écoute, je vais partager ton PDF. Pardon. Désolée. Non, non, mais attends. Je me charge. Tu me diras du coup quand changer les diapos. Alors, hop. Désolée pour ce petit problème technique. Désolée. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais... Hop, est-ce que vous voyez les diapos? Anna, est-ce que tu vois tes diapos?
Oui, je vois mes diapos. Attends, je vais juste que ça passe mieux. Je vais arrêter ma vidéo et puis je vais la remettre plus tard. Alors, j'étais bien plus loin. Je crois qu'on a été à peu près là. Donc, merci beaucoup, Gaëtan. Celle d'avant. Donc, comment faire quand c'est les centres qui sont randomisés? Donc, vous vous retrouvez avec potentiellement un déséquilibre dans certaines caractéristiques. Et ben, il y a des techniques statistiques qui permettent de remédier à ça. D'abord, de tenir compte qu'il y a une certaine corrélation parce qu'il y a probablement des bassins de population drainés par ce centre. Donc, les patients issus d'un même centre, ça se ressemble. Donc, on fait ce qu'on appelle des modèles mixtes avec deux effets aléatoires. Le sujet, ça c'est classique, mais aussi on rajoute le cluster ou la grappe dans le modèle. Et puis aussi, vous savez que par la randomisation classique, comme je vous ai montré, il y a cette distribution à peu près équivalente dans les deux groupes de toutes les caractéristiques, sexe, âge, niveau d'éducation, etc., dans les deux groupes. Mais là, comme c'est les centres, il se peut qu'au niveau de l'individu, il y a un déséquilibre. Il se peut que les plus jeunes se retrouvent, je ne sais pas, dans les centres de Clermont-Ferrand, que les femmes soient plus souvent à Paris, j'en sais rien, j'invente. Donc, du coup, on a fait un modèle où on a rajouté en plus de la grappe comme variable d'ajustement les variables qui, dans les deux groupes individuels, donc dans le bras de patient treat to target et le bras usual care, étaient déséquilibrés. Suivante. On a fait bien sûr une analyse de tolérance, on a décrit les événements indésirables en termes d'infection, atteinte gastro-intestinale, cardiovasculaire et les allergies. Et puis on a fait une analyse médico-économique. Alors là, on a été vraiment beaucoup aidé par l'équipe de Maastricht parce que c'est vraiment très compliqué à faire et assez compliqué à comprendre, mais pour savoir s'il y avait un intérêt médico-économique de prendre en charge les patients de cette manière. Donc, dans TICOSPA, quelle maladie? La spondylarthrite axiale. Ici, on n'a pas pris en compte manifestation extra-axiale, manifestation extra-articulaire, comorbidité. Le risque pour nous, dans cette étude, à évaluer, c'était le handicap, avec reflété par l'indice de santé ASAS. Le facteur prédisposant étant l'activité de la maladie, l'outil, le critère d'évaluation, l'ASDAS, et le seuil, l'ASDAS inférieur à 2,1, comme défini par les seuils d'ASDAS qu'on a vus précédemment. Suivant. Donc, il y a eu au total 18 centres qui ont participé dans 3 pays, la France, la Belgique et la Hollande. Suivant. Et comme je vous disais, c'est les centres qui ont été randomisés, 18 centres, 9 dans le treat to target et 9 dans le bras soins courants. Et il y a eu 80 patients par bras finalement qui ont été inclus. Et à la visite de 1 an, il y en avait 72 par bras qui ont été revus. Suivant. Comme vous pouvez voir, les caractéristiques des patients à l'inclusion étaient celles classiques d'un essai de spondylarthrite, avec un âge aux alentours de 38 ans, une majorité d'hommes, quoique 50-50, la proportion de HLA-B27, d'IRM des sacroiliacs positifs et de sacrolytes radiographiques était celle qui était attendue. Ils avaient une maladie active, mais c'était la définition du critère d'inclusion. Et par contre, il y avait quelques déséquilibres. Vous pouvez voir en gras que les patients qui se retrouvaient dans le treat to target avaient plus souvent des études universitaires et ils avaient plus souvent un antécédent du VIH. Donc, pour montrer qu'effectivement, il y avait des variables qui pouvaient être déséquilibrées. C'est ces variables avec d'autres, et c'est en pied de page, qu'on a inclus dans le modèle afin d'équilibrer les deux groupes. Suivant. Et donc, notre critère principal a été négatif, c'est-à-dire qu'on a regardé si la proportion de patients qui atteignaient ce seuil d'amélioration que nous, on a considéré significatif de leur qualité de vie, de leur santé, en fait, il était plus important dans le bras treat to target, 47%, mais il était aussi très bon dans le soin courant. Et donc, du coup, on a obtenu une différence qui n'était pas significativement qui n'était pas statistiquement significative, quand bien même elle était plus importante dans le groupe treat to target, la différence n'arrivait pas au seuil de significativité qu'on s'était fixé. Suivant. Et par contre, quand on regardait, et ça j'ai oublié de le préciser, dans les deux études de treat to target dans la PR et dans le psoriasis, au fait, au lieu d'essayer d'améliorer la qualité de vie
en ciblant l'activité de la maladie. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont essayé d'améliorer l'activité en ciblant l'activité. C'est-à-dire que dans TICORA, dans la PR, leur étude visait à obtenir une meilleure réponse solar alors qu'ils ciblaient le DAS28. Donc nous, on s'est dit que c'était un argument circulaire et que du coup, ce n'était pas une bonne idée. On a voulu essayer d'améliorer quelque chose de différent, la qualité de vie en ciblant l'activité de la maladie. Et c'était pareil pour TICOPA. Ils ciblaient le Minimal Disease Activity en ciblant aussi l'activité de la maladie. Et quand on regardait dans TICOSPA, qu'est-ce qu'il en était des critères d'activité de la maladie, et ben, on retrouvait qu'il y avait pour une grande partie des résultats significativement supérieurs que le BRAT Treat to Target comparé à l'USUAL Care. Mais en gros, le message, c'est que peut-être le Treat to Target faisait un tout petit peu mieux, mais globalement, le soin courant était aussi très bon dans cette étude. Suivant. Par contre, l'initiation des biologiques était nettement plus importante, 2 fois plus d'ailleurs, dans le BRAT Treat to Target. Donc, le fait d'être dans le BRAT Treat to Target, vous aviez 2 fois plus de chances de vous retrouver avec un biologique. Et par contre, pour les anti-inflammatoires, il n'y avait pas du tout de différence dans les 2 groupes. Suivant. Et malgré cette quasiment double dose de biothérapie, il n'y avait pas du tout de différence en termes d'effets indésirables. Il n'y avait pas eu d'événements cardiovasculaires. Mais que ce soit en termes d'infections, vous pouvez voir que le nombre d'infections était absolument comparable dans les 2 groupes, 15 dans le T2T et 16 dans le Usual Care. Et vous pouvez voir que au fait, les 2 infections sévères et les 2 infections opportunistes étaient dans le groupe Usual Care. Alors ça, c'est vraiment pas de chance, mais en tout cas, il n'y avait pas un surrisque dans le groupe Treat to Target, quand bien même ils avaient 2 fois plus de biologiques. Et pour les réactions anaphylactiques, c'est vrai qu'elles étaient plus importantes. Pardon, pour les réactions allergiques, c'est vrai qu'elles étaient plus importantes dans le groupe Treat to Target, mais c'était essentiellement des réactions aussi d'injection. C'est logique, il y en avait plus dans le groupe Treat to Target, donc plus de chances d'avoir une réaction locale aussi d'injection. Suivant. Et l'analyse médico-économique, au fait, malgré la prescription 2 fois plus importante de biothérapie dans le groupe Treat to Target, l'analyse médico-économique était en faveur du Treat to Target, avec des seuils tout à fait acceptables, aux alentours de 20 000 euros, y compris dans l'analyse qu'ils appellent brute, mais aussi quand ils faisaient des simulations. Et ça, c'était vrai que l'on prenne que les coûts de santé, c'est-à-dire en comparant les visites chez le kiné comparé à la biothérapie. En fait, il semble que dans le groupe soins courants, le recours à la rééducation, au séjour de rééducation était plus important que dans le groupe Treat to Target, peut-être parce qu'avec la biothérapie, du coup, ils n'en avaient pas besoin. Mais aussi quand on prenait en compte tous les coûts sociétaux, et ça comprend les jours d'arrêt de travail. C'est-à-dire que dans le groupe Usual Care, soins courants, le recours à les jours d'arrêt de travail était significativement plus important que dans le groupe Usual Care, et Treat to Target, pardon. Et ça faisait la balance en faveur du Treat to Target, quand bien même il y avait le double de prescription de biothérapie. Aussi, gardons en tête que ça a été analysé avec des coûts de biothérapie de biosimilaires. Et vous savez que le coût des biothérapies a nettement baissé, et c'est probablement en faveur de ça. Suivant. Donc, les forces et les limites de cette étude, je vous disais tout à l'heure, nous on pense, et je continue de le penser, que c'est une force d'avoir choisi un risque, la qualité de vie ou le handicap différent du facteur prédisposant qui est l'activité. On n'est pas très surpris qu'en ciblant l'activité, on améliore l'activité un an après. Voilà, c'est un pari qu'on a pris, peut-être qu'il ne fallait pas, peut-être que c'était trop ambitieux de vouloir modifier en un an de temps, ce qui est assez court finalement, la qualité de vie de ces patients. Mais on pourrait nous dire aussi que c'était peut-être trop peu. Regardez les diabétologues, ils ont fait des études de Treat to Target, ils ont visé la rétinopathie. Sauf que, la prévalence de la spondylarthrite et du diabète n'est pas la même, que les essais qu'ils ont faits, ils ont duré 10 ans et qu'ils ont inclus 10 000 patients. Donc, on n'est pas du tout dans le même type ou même voilure d'études, mais ça peut être critiquable. Peut-être que si ce qu'on veut absolument, c'est éviter le handicap et qu'on pense que le handicap permanent passe par l'atteinte structurale, il aurait fallu faire un essai beaucoup plus large, beaucoup plus long, pour démontrer qu'il y a vraiment un effet sur l'atteinte structurale. Ce n'est pas ce qu'on a fait.
Une autre limitation, c'est les centres experts qu'on a sélectionnés. Comme je vous disais, ça nous a paru impossible de le faire sans sélectionner des centres qui étaient experts, mais peut-être que le soin courant que vous voyez dans cette étude n'est pas tout à fait un vrai soin courant. Ça reste une des limites de l'étude. Et l'évaluation de l'effet individuel lorsque la randomisation est en grappe, on en a discuté, on a essayé de faire au mieux pour s'affranchir de ça. Suivant. Donc, et je pense que je suis dans les temps, mes messages à retenir pour ce topo. Je pense qu'il est possible d'appliquer le treat to target dans la spondylarthrite, mais qu'il faut avoir une approche individualisée. Notamment, choisir quel est le risque principal pour un patient donné. Ça dépend. Si vous avez des patients qui font des uveites sévérissimes, peut-être que chez lui, c'est vraiment l'atteinte extra-articulaire qu'il faut cibler. Il faut avoir clairement en tête quel est le facteur prédisposant réversible au traitement que vous allez cibler, avec quoi vous allez le mesurer, et en dessous de quel seuil vous allez être confortable parce que vous pensez que le risque de survenue de ce risque permanent que vous essayez d'éviter ne va pas avoir lieu parce que vous avez atteint ce seuil. Alors, avec l'évidence que je viens de vous présenter du treat to target dans cette étude TICOSPA, l'efficacité du treat to target n'est pas du tout certaine. À mon sens, il faut encore faire des études treat to target dans la spondylarthrite, parce qu'on ne peut pas conclure qu'il faut, à partir de demain, appliquer le treat to target dans la spondylarthrite avec cette étude, on ne peut pas. Mais quand même, quand bien même le résultat, soit négatif. Quand on regardait plein d'outcomes, notamment qui visent l'activité de la maladie, ils étaient en faveur du treat to target, même avec des différences statistiquement significatives. Il n'y a pas de surrisque d'événements indésirables dans cette étude et ça semble être coût-efficace, et ce malgré 2 fois plus de prescriptions de biothérapie dans le bras treat to target. Donc, je pense que c'est à garder en tête, et que je suis sûre, parce que je suis approchée régulièrement, il y a des études treat to target dans la SPA d'autres études qui vont commencer à se mettre en place, en ayant appris des leçons que nous avons appris à la fois sur le choix des centres, peut-être du critère d'évaluation principal, peut-être qu'on s'est trompé, on a été trop ambitieux à vouloir montrer une différence trop importante, alors qu'au fait, je n'ai pas eu le temps de développer, mais au fait, on a calculé l'échantillon qu'il nous fallait, en prenant l'exemple comme si le groupe contrôle recevait du placebo, alors que ce n'est pas du tout le cas. Le groupe contrôle recevait un traitement à part entière. Donc voilà, je pense que je n'ai plus de temps, et je pense qu'il est temps de vous remercier et de répondre à vos questions si vous en avez. Merci Anna. Alors, est-ce qu'il y a... Normalement, j'ai dû couper le partage d'écran. Est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée? Merci pour ce topo. Ne pensez-vous pas que la différence des résultats entre les groupes dans TICOSPA peut être expliquée par la différence de rythme de suivi et pas forcément par l'intervention? L'intervention et le rythme de suivi en elle-même. C'est-à-dire que l'intervention contenait à la fois... C'est pour ça que cette étude s'appelle le TICOSPA, c'est Treat to Target et Tight Control. Donc, c'est l'évaluation des deux. L'intervention comprenait à la fois l'algorithme rigide, mais aussi le contrôle serré. C'est-à-dire que, bien sûr, dans les 2 groupes, le suivi était... Oh, c'est quoi ça? Pardon, j'ai un sondage qui apparaît. Oui, c'est le sondage du fin de... Pardon. Bien sûr que la fréquence du suivi était différente et a pu avoir l'impact. C'est ça qu'on essayait de voir, mais vraisemblablement pas suffisant en tout cas. Et alors, pour rebondir sur cette question, en pratique, la consultation toutes les 4 semaines, tu penses que c'est quelque chose qui peut être proposé à nos patients? Est-ce que ce n'est pas un peu trop ambitieux, enfin, par rapport au rythme de... Je pense que ce n'est pas réaliste. C'est pas réaliste qu'un médecin voit les patients toutes les 4 semaines, et je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire. Est-ce que vous aviez... Pardon. Non, vas-y. Est-ce que vous aviez une idée du rythme des modifications, justement? Est-ce qu'elles arrivaient est-ce qu'il y avait... Alors, on le voit très bien avec la courbe des biologiques. C'est-à-dire que, bon là, je ne vais pas reprendre parce que je ne veux pas casser la connexion là, mais ce sera, j'espère, publié bientôt, et ça se verra dans le graphe. Au fait, dans le groupe Usual Care, il commence tout de suite le biologique.
Parce que dans la recommandation de la SAS, il faut passer par au moins 4 semaines d'INS complet. Et donc, le Treat to Target qui suit bête et méchamment les recommandations, il y a eu un retard à l'allumage, enfin, un retard, entre guillemets, de la mise en route des biologiques de 4 semaines. C'était respecté. Le premier mois, ce n'était pas possible d'avoir un biologique. Par contre, après, c'est monté tout de suite. Donc, les changements, et c'est peut-être une des différences avec la polyarthrite, c'est que les différentes étapes de prise en charge sont limitées. Il y a INS ou biologique. Alors que dans la PR, il y a méthotrexate, on peut intensifier, passage à la voie sous-cute, une biothérapie, une autre biothérapie. Il y a moyen de faire peut-être l'arsenal un peu différent. Mais pour revenir aux visites tous les mois, c'est vrai que les patients, quand ils allaient très très bien, ils avaient une première visite physique, mais après, ça se faisait au téléphone, avec une infirmière. Et c'est là, je voulais en parler parce que je pense que là, le rôle de l'infirmière de rhumatologie est indispensable. Et je pense que les patients, mais même, je ne sais pas, Gaëtane, moi, je n'arrive pas à voir tous les patients tous les 3 mois. Et pourtant, c'est la recommandation. Tous les 3 mois, quand ils vont très bien, déjà, les patients, ils ne veulent pas parce qu'ils vont bien. Et déjà, moi, je ne peux pas. Et là, le rôle d'avoir une infirmière de rhumatologie qui puisse faire des consultations, qui connaît les patients parfaitement et la pathologie mieux que nous parfois, pour prendre des nouvelles de patients, évaluer l'activité de la maladie, répondre à des questions, je trouve que c'est quelque chose vers laquelle on doit... Donc, on doit développer des infirmières en pratique avancée, rhumatologues. Absolument. Il y a encore une question sur le détail de l'algorithme du Treat to Target. Tu l'as un peu abordé, donc finalement, c'était assez rapidement. Je te laisse. Alors, ça va être publié, si on arrive à le publier, l'article, tout sera dedans. Au fait, on a construit un algorithme informatique tout simplement qui appliquait de manière vraiment bête les recommandations. C'est-à-dire que les recommandations de la SAS disent quand il y a une activité élevée de la maladie, la première étape et que vous pensez que c'est en lien avec la maladie, bien sûr, parce que ce n'est pas parce qu'on a un base d'AI à 8 sur 10 que la maladie est active et qu'il faut commencer une biothérapie, mais ça, on pourrait discuter pendant des heures. S'il y a une conviction du rhumatologue qu'il faut intensifier le traitement, il faut commencer par des anti-inflammatoires, 2 semaines. Si inefficace, encore 2 semaines avec un deuxième anti-inflammatoire, et puis on peut passer à une biothérapie. Et bien, c'est ça que disait l'algorithme. Sauf que pour décider si la maladie était active ou pas, c'était l'ASDAS. Et quand les investigateurs entraient l'ASDAS, bien sûr, quand un patient était sous anti-inflammatoire, l'évaluation se faisait à 2 semaines. Mais quand le patient était sous biothérapie, l'évaluation pour décider si on intensifiait le traitement se faisait à 3 mois. Qui est la recommandation? La recommandation de la SAS dit si au bout de 3 mois, 0 efficacité, on passe à autre chose. Et donc, ce que disait l'algorithme, c'est que si au bout de 3 mois, 12 semaines, ASDAS supérieur à 2,1, hop, on switch. OK. Donc, c'était, mais vous verrez, enfin, quand ce sera publié, c'est en review à ARD, j'espère que ça passera. On a publié tout l'algorithme, c'est assez intéressant, c'était un bon casse-tête à faire, informatiquement, hein, mais c'est vraiment l'application toute bête de la recommandation, comme une machine. OK. Super. Merci beaucoup, Anna, pour ce topo. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau mercredi du Coffer. Donc, le topo est disponible sur la chaîne YouTube comme d'habitude. Et encore merci, Anna, pour ces explications et le temps que tu nous as accordé. Merci à vous tous. Merci à tous. Merci, Au revoir. au revoir.